Un jour de l'été 2019, les clients d'un hôtel aux États-Unis sont témoins d'une scène pour le moins gênante. Une femme se prend en photo avec une perche à selfie dans des postures suggestives alors qu'elle est en public au bord de la piscine de l'hôtel. Choqué et amusé par ce qu'il voit, un des témoins prend en vidéo la scène et la partage au compte Instagram Barstoolsport qui publie des vidéos virales en tout genre. La vidéo atteint rapidement 4 millions de vues et tout le monde ricane de ce qu'il pense être une influenceuse prise en fâcheuse posture. On aurait pu imaginer que ladite influenceuse serait gênée d'avoir été surprise dans son shooting et de devenir un mème, mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Parce que cette femme n'est pas une influenceuse comme les autres. Elle s'appelle Léa Schrager et elle travaille sur le rapport entre érotisme et œuvres d'art. Une partie de ses œuvres est d'ailleurs exposée dans la boutique de l'hôtel. Se prendre en photo au bord de la piscine en petite tenue fait d'ailleurs partie d'une performance artistique qui s'appelle Angles on a Woman. Le but de la performance, c'est de montrer au public les étapes de production de ses œuvres érotiques, à commencer par le shooting. Dans le cadre de cette même performance, Léa Schrager est censée montrer comment elle retouche ses photos et ensuite de les publier sur différents comptes Instagram. Les photos prises au bord de la piscine vont notamment être partagées sur ce compte Instagram, dans lequel Léa Schrager s'appelle Ona et se présente comme une influenceuse sexy et une camgirl. Bref, Léa Schrager s'en fout d'être la cible de moqueries sur internet. Le but de la performance était justement de provoquer des réactions, même si l'artiste n'imaginait pas que ça irait aussi loin. Est-ce que la vidéo aurait été moins virale si Barstoolsport avait précisé d'emblée que la scène faisait partie d'une performance, que cette femme qui prenait en photo ses fesses portait un message, à défaut de porter des vêtements? Pour moi, la viralité de cette vidéo tient justement dans le fait que les gens pensent avoir surpris une influenceuse sexy à son insu. On reproche donc à cette femme son manque de pudeur, sa futilité, son narcissisme. Et on a vite fait de faire des généralités en disant que c'est un problème de génération. À une moindre échelle, c'est le même genre de commentaires qu'on voit sous les vidéos d'influenceurs qui sont surpris en train de créer du contenu en public. Même pas besoin de faire des postures suggestives pour être accusé de manque de pudeur et de narcissisme. Le compte Influencers in the Wild, 4,5 millions d'abonnés sur Insta, compile comme ça les meilleures vidéos d'influenceurs qui créent du contenu en public. Et étonnamment ou pas, les figures dont ce compte Insta aime le plus se moquer, c'est évidemment les influenceuses en bikini. Alors, qu'est-ce qui est si gênant dans le fait d'être influenceur et de se filmer? Pourquoi on est si mal à l'aise? Est-ce que créer du contenu, c'est être quelqu'un de narcissique? Est-ce que se filmer en public, c'est manquer de pudeur? Aujourd'hui, on va regarder des vidéos d'influenceurs qu'Internet a trouvé gênants et essayer de comprendre ce qu'il en est. Salut à tous et à toutes, je suis Sabine et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus légère que d'habitude. Avant de continuer, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo, Eve & Co. Je suis très contente de collaborer avec Eve & Co parce que c'est un produit que j'utilise au quotidien. Enfin, je dis au quotidien, mais c'est plutôt mensuellement parce que Eve & Co, c'est une marque française de culottes menstruelles. Ça fait déjà quelques années que j'ai arrêté d'utiliser les tampons et les serviettes classiques qu'on peut trouver en grande surface. En fait, ça me saoulait de dépenser autant d'argent tous les mois dans un truc qui produisait autant de déchets et qui surtout était pas très confortable. J'ai essayé pas mal de solutions différentes, genre les serviettes réutilisables, la cup, etc. Et finalement, ce que je trouve être la meilleure alternative, c'est les culottes menstruelles. Niveau confort, t'as exactement le même confort qu'une culotte classique, mais t'as la sécurité d'une serviette hygiénique. Contrairement aux serviettes même réutilisables, t'as pas ce truc qui est moyennement stable et qui te fait douter toute la journée. Et t'as pas l'impression de porter une couche. C'est vraiment une culotte, quoi. T'as juste à choisir le bon niveau d'absorption en fonction de ton flux et tu te sens vraiment au sec jusqu'à 12 heures. Et à l'inverse des tampons ou de la cup, c'est pas une protection interne, donc t'as pas de risque de choc toxique. J'espère que je ne vous apprends rien, mais c'est très déconseillé de porter un tampon ou une cup au-delà de 5-6 heures. Du coup, pour dormir, c'est plus safe d'utiliser une protection externe comme les culottes menstruelles. Vous n'aurez plus besoin d'acheter des tampons ou des serviettes hygiéniques, vous avez juste à laver les culottes à la machine pour les réutiliser. Eve & Co a une gamme de culottes très cool, toutes produites en coton bio. Vous verrez, il y a différentes formes de culottes en fonction de vos goûts. Là par exemple, j'ai le modèle Tanga que je trouve très cute, mais si vous préférez quelque chose de plus couvrant, je vous conseille le modèle shorty ou le modèle taille haute. Point très positif, les tailles vont du XXS au 5XL. En ce moment, Eve & Co fait une remise exceptionnelle de moins 70% sur son site, valable également sur les packs de culottes. À titre personnel, je vous conseille d'avoir 3-4 culottes menstruelles pour avoir un bon roulement pendant vos règles. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Merci encore à Eve & Co de sponsoriser cette vidéo. Il y a plusieurs types de vidéos où on se filme. On peut genre prendre le téléphone, appuyer sur record et parler à la caméra. Ce que je suis en train de faire quoi. Ça, c'est pas gênant. Pas gênant du tout, hein. Mais il existe un autre type de vidéo où on va installer la caméra quelque part, appuyer sur record et se filmer en train de vivre sa life. Je peux poser mon téléphone dans un coin de la pièce et me filmer en train de faire le ménage, en train de faire du sport. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un vlog.
C'est comme un mini-film sur sa vie dans lequel on est à la fois le réalisateur et l'acteur principal. Même si ce mini-film ça représente vraiment le quotidien de quelqu'un, ça reste une mise en scène. La caméra ne tourne pas en continu, c'est la personne qui choisit quel moment elle a envie de montrer et sous quel angle. Mais quand la mise en scène ne fonctionne pas assez bien, on se rend compte que finalement, un vlog, c'est juste un influenceur qui fait semblant de vivre sa vie devant la caméra. So Black Mirror about all these videos. The super aesthetic ones that look beautiful when you're watching them and you think, there's a tripod in that room. That cute little romantic moment isn't candid. Le malaise, il vient déjà de ça. Il y a quelque chose d'embarrassant dans le fait de voir quelqu'un romantiser sa vie, surtout quand c'est mal fait. De savoir que ces gens n'ont pas vécu leur journée pour eux-mêmes, mais en tant que personnages d'un film. En pensant d'abord à l'angle de la caméra et aux gestes qu'ils allaient faire. C'est vrai, le malaise vient aussi du fait qu'il y a un jeu d'acteurs dans les vidéos. À partir du moment où tu as lancé la caméra, tu sais que les gens vont regarder la vidéo que tu es en train de tourner. Or, c'est difficile de rester 100% naturel quand tu sais que plein de gens vont voir ce que tu fais. Whoa. Isn't that really good? My girl. You just video me? Yep. Pareil quand tu veux montrer un moment entre potes dans ton vlog. Est-ce que tu rigoles avec tes potes ou tu fais semblant de rigoler pour que ça passe bien en vidéo? En vrai, le côté gênant de la vidéo m'a pas sauté aux yeux dès le début. La vidéo respecte les codes du vlog, le montage est dynamique et ça donne envie d'aller boire des coups avec ses potes. Mais c'est vrai que tout le monde a l'air de forcer la bonne humeur, alors que c'est sûr que le fait d'avoir lancé la caméra a dû créer un gros blanc dans la conversation. Les gars, faites comme si on avait une conversation intelligente, faites pas gaffe au téléphone, ils vont adorer. Continuez de discuter les gars, j'installe juste le trépied et les lumières. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle cette vidéo sonne faux. C'est aussi parce que le centre de la vidéo, en fait, c'est l'influenceur lui-même. Limite, il a coupé les plans où ses potes sont trop proches de la caméra. Attends, tu peux te pousser là? Est-ce qu'on voit pas bien sur la caméra? C'est pas une vidéo sur à quel point il kiffe ses potes, c'est une vidéo sur à quel point il prend bien la lumière quand il est avec ses potes. Et ça, Internet l'a bien remarqué. Yes, finalement c'est peut-être pour ça qu'Internet pardonne rien aux influenceurs. C'est gênant de se prendre pour le personnage principal de sa propre vie. Les vlogs dans lesquels les gens romantisent leur propre vie ont beau être un contenu très populaire sur les réseaux, il y a une limite ultra fine entre ce qui va devenir viral et ce qui va devenir juste gênant. Cette limite, elle tient surtout dans la capacité du créateur de contenu à rester naturel devant la caméra et à nous faire oublier que c'est une mise en scène. C'est du talent quoi. Mais ça marche surtout quand on fait du contenu chez soi, sans témoin. À partir du moment où on filme en extérieur et qu'il y a des gens qui peuvent voir les coulisses du tournage, c'est un peu plus compliqué. Du moins jusqu'à récemment. En juillet dernier, Sabrina Bassoun est encore une étudiante en droit comme les autres. De nationalité malaisienne, elle vit à Londres et elle vient de finir ses études. Comme plein de gens de son âge, elle a un compte TikTok qu'elle a ouvert pendant le confinement où elle poste de temps en temps ses outfits et des moments de sa vie. Jusqu'à ce qu'elle poste en août cette vidéo filmée par elle-même dans le métro londonien. La vidéo atteint rapidement des millions de vues, comme toutes les autres vidéos de ce style que Sabrina postera par la suite. S'enchaîne ensuite pour elle l'un des plus rapides fast-track de l'année sur les réseaux. En quelques semaines, elle gagne des centaines de milliers d'abonnés et son style de vidéo est copié partout dans le monde. Sabrina est à la tête d'une nouvelle trend, la trend de la Tube Girl. Sans expérience de l'influence, Sabrina a su dépasser une gêne partagée par tout le milieu, celle de se filmer en public. Parce que certes, la vidéo finale a l'air stylée, mais rappelons que la scène ressemble à ça pour les gens dans le métro. Faut avoir une certaine dose de confiance en soi et de désinvolture pour surmonter l'embarras de cette scène et réussir à filmer une vidéo. Et c'est d'abord pour ça que les vidéos de Sabrina ont du succès. Les gens y voient la victoire de la confiance en soi sur l'anxiété sociale. D'autant plus que, comme l'ont souligné certaines personnes, Sabrina est une femme non blanche et qu'en faisant ça, elle se réapproprie un espace social plutôt hostile pour elle. And anyone who asks me, am I embarrassed?
Do you think I'm embarrassed? I actually could not care less about the people who I'll never see again on the tube. So when I'm dancing, I'm literally just living my life and having fun. Everybody should adopt the same mentality because honestly, you'll love your life. À ce stade, en toute honnêteté, je pense que la viralité de ces vidéos est un peu ambivalente. Il y a effectivement une part de l'audience qui salue son courage, mais il y a aussi une autre partie de l'audience qui trouve ça juste gênant de s'afficher comme ça en public. Pour plein de raisons, parce que ça dérange les autres passagers, parce que c'est auto-centré, parce que c'est juste ridicule. Certains ont aussi pointé du doigt le double standard dans ce qui est considéré comme cringe ou pas. C'est vrai que Sabrina Bassoon correspond aux critères de beauté de la société et pas sûr qu'elle aurait eu autant de succès si ce n'avait pas été le cas. Internet a vite fait de se moquer des actes de bravoure des personnes qui ne rentrent pas dans les normes. Mais même si l'audience de Sabrina n'est pas unanimement admirative, la viralité de ses vidéos est indéniable. Peut-être que le moment est gênant dans la vie physique, mais il a une valeur sociale totalement différente sur les réseaux. D'ailleurs, le caractère gênant de cette scène dans la vie physique a un peu évolué au fur et à mesure que cette trend a pris de l'ampleur sur les réseaux. C'était très gênant de filmer cette vidéo pour Sabrina Bassoon et pour les premières personnes qui l'ont suivie. Parce que honnêtement, tout le monde dans le métro a dû se demander ce que ces gens foutaient. Mais au fur et à mesure que la trend a pris de l'ampleur sur les réseaux, les gens dans la vie physique ont de plus en plus compris le sens de la scène qu'ils voyaient. Ils ont compris qu'ils voyaient quelqu'un reproduire la trend de la Tube Girl. Par exemple, c'est le cas pour cette vidéo où une prof se filme en train de faire la trend de la Tube Girl devant ses élèves. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que la prof a dû expliquer à ses élèves en quoi consistait la trend et ensuite le faire. Si on donne aux spectateurs la clé pour comprendre la scène qu'ils s'apprêtent à voir, c'est beaucoup moins gênant. Les élèves savent que la prof s'apprête à faire une trend qui a une valeur sociale importante sur les réseaux. À la limite, ce qui pourrait être considéré comme gênant, c'est plutôt de suivre une trend, surtout si on la suit avec un peu de retard. En tout cas, très détente le cours de cette prof. Mais l'histoire de Sabrina Bassoon ne s'arrête pas là. Une telle viralité sur les réseaux représente une audience énorme qui attire rapidement les marques et les sponsors. Il se trouve que le succès de Sabrina s'est déjà traduit par un succès commercial. La musique qu'elle utilise lors de ses premières vidéos devient un tube avant même sa sortie, obligeant l'artiste à accélérer le calendrier. C'est donc d'abord les labels de musique qui vont approcher Sabrina pour lui proposer des collaborations avec leurs artistes en pleine promotion. C'est ensuite au tour des marques de cosmétiques et des marques de mode. Alors qu'elle était inconnue il y a un mois, Sabina. Je vis par procuration ce truc en fait. Alors qu'elle était inconnue il y a un mois, Sabrina Bassoon devient égérie de MAC Cosmetics et défile à la Fashion Week. She has done 2 sponsorship posts with MAC Cosmetics. She's done a sponsorship with Boss, done one with Bentley Motors, done one with Valentino Fashion Show. Et c'est comme ça que le débat sur est-ce que c'est gênant de se filmer en public en tant que créateur de contenu est devenu obsolète. À travers ces vidéos, Sabrina n'a pas seulement obtenu une validation sociale qui serait limitée au monde virtuel et à TikTok. Grâce au partenariat, Sabrina a obtenu une validation financière. Elle a également obtenu une validation sociale dans le monde physique en étant invitée dans les cercles très fermés de la mode et du mannequinat. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Sabrina est gênante à danser dans le métro alors que sa réussite sociale et financière est si indéniable? Ça signifie que même si une action ou un geste est gênant dans la vie réelle, s'il est monétisable dans la vie digitale et qui peut nous apporter de la crédibilité, de la valeur, mais surtout de l'argent, pourquoi est-ce qu'on lui apporterait de la valeur dans la vie réelle? Bref, Sabrina est adoubée par les marques et c'est comme ça que se finit sa success story. On pourrait y voir la célébration du cringe par le système capitaliste. Et c'est vrai que beaucoup de gens voient dans cette histoire un encouragement à oser être cringe et à oser prendre de la place dans l'espace public. J'aime bien cette morale. Encore que, et vous commencez à me connaître, j'ai mes doutes sur la légitimité du système capitaliste à décider de ce qui est cool ou pas. Mais j'ai quand même envie de nuancer quelque chose. Sabrina n'a pas eu autant de succès parce qu'elle était juste gênante. Elle a eu du succès parce qu'elle a su se démarquer des autres et devenir le personnage principal de la rame de métro. Et si Sabrina est le personnage principal de la rame de métro, nous sommes tous et toutes voués à être des personnages secondaires. L'histoire de Sabrina nous montre finalement que le succès sur les réseaux, c'est un jeu à somme nulle. Si pour réussir, il faut se démarquer des autres, alors ça veut dire que les autres doivent rester dans la norme. D'un point de vue logique, il est impossible que nous soyons tous et toutes les personnages principaux de la rame de métro et par extension des réseaux sociaux. L'histoire de Sabrina n'est donc pas la victoire du cringe
sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est encore une fois la preuve que la société célèbre la hiérarchie entre les individus, entre les personnages principaux et les personnages secondaires, et qu'il n'y a que les premiers qui comptent. Finalement, c'est peut-être ridicule de voir les influenceurs se mettre en scène pour faire des vues, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait des vues. Et que faire des vues, ça apporte un statut social et une contrepartie sonnante et trébuchante. En quelque sorte, être influenceur, c'est ni être narcissique, ni manquer de pudeur, c'est juste un taf. Est-ce que si on est influenceur ou influenceuse, il faut accepter qu'on fera sûrement l'objet de moqueries sur internet? En tout cas, ce n'est pas ce que fait Léa Schrager, qui se prenait en photo en bikini au bord de la piscine et dont la vidéo a fini sur Barstool Sport. Plutôt que de faire profil bas et d'attendre que les moqueries s'arrêtent, Léa Schrager demande au compte Insta de la créditer dans la vidéo. Pour l'artiste, cette vidéo fait en quelque sorte partie de son œuvre parce qu'elle la montre en train de performer. D'autant plus que la vidéo fait plus de 4 millions de vues et que Léa Schrager estime juste qu'on lui fasse bénéficier de sa viralité. Barstool Sport mettra beaucoup de temps avant de céder à sa demande. Finalement, Léa Schrager est allée à l'encontre de ce qu'on attendait d'une influenceuse et surtout d'une influenceuse qui fait un contenu érotique. Pour Barstool Sport, comme pour tous les autres comptes qui tournent en ridicule les créatrices de contenu sexy, les influenceuses érotiques sont soit l'objet de désir, soit l'objet de moquerie. Mais elles n'ont pas le droit de parole sur internet. Encore moins d'être créditées en tant qu'artistes. En demandant à être mentionnées, Léa Schrager se réapproprie les réactions et les moqueries à son encontre. C'est plus un objet de moquerie, c'est un sujet de moquerie en quelque sorte. Et à mon avis, si le compte Insta l'a pas tout de suite mentionné, c'est parce que le comique de la vidéo, il tient surtout dans le fait qu'on rigole contre une influenceuse et pas avec elle. Et c'est beaucoup moins marrant si l'influenceuse est non seulement consentante, mais elle a envie de bénéficier de la rigolade. Finalement, Sabrina Bassoun l'avait très bien compris. Le cringe fait partie du métier d'influenceuse et mieux vaut se l'approprier dès le début au risque qu'il se retourne contre toi. C'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à toutes, on se retrouve très vite, d'ici là, abonnez-vous. Ciao ciao.